La bibliothèque des millionnaires. Chapitre 1. Le réveil intérieur, quand tout commence enfin. Il existe un moment silencieux où l'on cesse de subir sa vie pour commencer à la regarder vraiment. Ce moment ne fait pas de bruit. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il murmure. Et pourtant, il bouleverse tout. Je me souviens du jour où j'ai compris que je ne manquais pas d'intelligence, mais de clarté. Pas de talent, mais de direction. Pas de force, mais de structure. Comme beaucoup, je pensais que le problème venait du monde extérieur, les circonstances, la chance, les autres, le système. Jusqu'à ce que je découvre une vérité plus dérangeante et plus libératrice à la fois, le véritable champ de bataille se trouve à l'intérieur. Socrate disait, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Mais se connaître ne suffit pas. Il faut organiser, structurer, orienter. Une pensée sans structure est comme une armée sans stratégie, nombreuse, puissante, mais désordonnée. Micro-histoire, le jour où j'ai cessé de fuir. Il y a eu ce matin étrange où, face au miroir, je n'ai pas reconnu l'homme que j'étais devenu. Pas parce que j'avais échoué, mais parce que je sentais confusément que je pouvais être infiniment plus. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était pire, le regret anticipé. Celui de passer à côté de sa propre grandeur. C'est ce jour-là que j'ai compris que la vraie pauvreté n'est pas matérielle. Elle est mentale, et que la vraie richesse commence par une architecture intérieure solide. L'intelligence stratégique, penser comme un architecte du réel. Penser stratégiquement, ce n'est pas manipuler. Ce n'est pas dominer, c'est comprendre les systèmes invisibles qui gouvernent la réalité. Le temps, l'énergie, l'attention, les émotions, les décisions. Napoléon il affirmait que, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais encore faut-il apprendre comment penser. Pas seulement quoi penser. L'intelligence stratégique transforme, le chaos en clarté, la peur en direction, la confusion en plan, le rêve en trajectoire. Ce que beaucoup ignorent. La majorité cherche la motivation. Les vrais gagnants cherchent la structure. La majorité veut des résultats rapides. Les bâtisseurs veulent des systèmes durables. La majorité réagit. Les héros anticipent. Ce livre ne promet pas le confort. Il promet la lucidité. Et la lucidité, parfois, dérange. Mais elle libère. Car le jour où tu comprends que ta vie est un système, tu cesses d'être un pion, et tu deviens l'architecte. Chapitre 2. Pensez juste avant d'agir fort. Là où la clarté naît, commence la puissance. Il y a un instant silencieux, presque invisible, qui précède chaque transformation réelle, le moment où tu choisis de penser autrement. C'est là que tout bascule. Avant les stratégies, avant les plans, avant l'action, il y a la qualité de ton regard intérieur. Celui qui comprend cela ne se précipite plus. Il oriente, il ne réagit plus, il décide. Je me souviens d'une période où je voulais avancer vite. Trop vite, je multipliais les efforts, les projets, les idées. Mais les résultats restaient maigres. Un jour, j'ai compris, je bougeais beaucoup, mais je ne pensais pas assez profondément. J'étais actif, mais pas stratégique. Et c'est là que j'ai découvert cette vérité simple et radicale, penser juste vaut mille, action désordonnée. 1. Le chaos intérieur crée le chaos extérieur. Quand l'esprit est confus, la vie devient floue. Quand les pensées sont dispersées, l'énergie se perd. Un esprit non structuré agit dans l'urgence, l'émotion, la peur, la comparaison. Il court après les opportunités au lieu de les créer. Il subit les circonstances au lieu de les façonner. La plupart des échecs ne viennent pas d'un manque de capacité, mais d'un manque de clarté mentale. Pose-toi cette question intérieure, est-ce que je pense par choix, ou est-ce que je pense par habitude? Si la réponse est claire, tu avances déjà. Si elle est floue, alors il est temps de réorganiser ton monde intérieur. 2. Penser comme un héros, c'est voir plus loin que le présent. Les grands penseurs ne sont pas ceux qui savent beaucoup, mais ceux qui voient loin. Ils regardent au-delà de l'instant, au-delà du confort, au-delà de la peur. Ils pensent en termes de trajectoire, pas seulement de situation. Penser comme un héros, ce n'est pas rêver naïvement. C'est construire mentalement ce qui n'existe pas encore, puis marcher vers cela avec patience, avec méthode et foi. Un héros ne demande pas « Que puis-je gagner maintenant ?» Il demande « Que suis-je en train de devenir ?» 3. La pensée est une architecture invisible. Avant qu'un bâtiment ne s'élève, il existe d'abord dans les plans. Avant qu'une vie ne s'accomplisse, elle existe dans la pensée. Chaque idée est une brique. Chaque croyance est une fondation. Chaque vision est une charpente. Si tu construis sur des pensées fragiles, doutes, peur, limitations, ton édifice intérieur s'effondrera tôt ou tard. Mais si tu bâtis sur des pensées solides, clarté, ambition, discipline, sens, alors ta vie devient une œuvre structurée, cohérente, puissante. 4. La lenteur stratégique, l'arme des esprits supérieurs. Le monde court.
Le stratège marche. Le monde réagit. Le stratège observe. Ralentir n'est pas perdre du temps. Ralentir, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Dans cette lenteur consciente, tu identifies les véritables leviers, tu discernes les illusions, tu comprends les mécanismes cachés. Tu ne combats plus le courant. Tu l'utilises. 5. Humaniser la pensée, comprendre avant de juger. Penser stratégiquement, ce n'est pas devenir froid. C'est devenir profondément humain. Comprendre ses faiblesses, accepter ses erreurs, observer ses peurs, dialoguer avec ses doutes. Voilà ce qui rend l'esprit puissant. L'intelligence véritable ne méprise pas la fragilité, elle la transforme en force. Je l'ai appris lentement, chaque faiblesse bien comprise devient un avantage caché. Chaque chute analysée devient une marche vers le sommet. Clé intérieure à chaque fois que tu hésites, pose-toi cette question, ce que je m'apprête à faire me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? Si la réponse est claire, avance. Si elle est floue, arrête-toi, pense, et redessine ton chemin. Chapitre 3, l'art de penser avant d'agir. Tu n'échoues pas parce que tu manques de force. Tu échoues parce que tu avances sans architecture intérieure. La plupart des gens vivent en réaction. Ils se lèvent, répondent aux urgences, subissent les imprévus, obéissent aux pressions, courent après le temps, puis appellent cela vivre. En réalité, ils survivent dans un système qu'ils n'ont pas conçu. Penser stratégiquement, c'est reprendre le pouvoir sur l'ordre des choses. Ce n'est pas agir plus. C'est agir mieux, moins, mais juste. 1. L'erreur invisible, confondre mouvement et progrès. Beaucoup sont occupés, très peu avancent. Être occupé, ce n'est pas être productif. Être en mouvement, ce n'est pas être en direction. Pose-toi cette question, est-ce que tout ce que je fais aujourd'hui me rapprocherait-il réellement de la vie que je veux dans 5 ans? Si la réponse est claire, tu es sur une trajectoire. Si c'est flou, tu es dans une distraction organisée. Le monde moderne est un génie de la distraction. Il t'occupe pour t'empêcher de réfléchir. Car un être qui réfléchit profondément devient difficile à manipuler. 2. Penser avant d'agir, la discipline des esprits puissants. Les grands stratèges ne sont pas pressés. Ils observent. Ils analysent. Ils structurent. Ils savent que chaque action non réfléchie coûte 2 fois plus d'énergie pour être réparée. Penser avant d'agir, c'est d'anticiper les conséquences, de prévoir les obstacles, calculer les gains réels, mesurer les pertes cachées. C'est transformer ta vie en système intelligent, pas en réaction émotionnelle. 3. Micro-histoire, le jour où j'ai compris. Je me souviens d'une période où je travaillais énormément. Je faisais 1000 choses par jour. Pourtant, mes résultats restaient presque identiques. Un soir, épuisé, je me suis posé une question simple, si je continue comme ça pendant 5 ans, où serais-je? Le silence fut brutal, j'ai compris que je courais, mais dans la mauvaise direction. Le lendemain, j'ai réduit mes actions de moitié, mais j'ai doublé mon temps de réflexion. En quelques mois, mes résultats ont changé plus que pendant les 2 années précédentes. Ce jour-là, j'ai appris que penser est une action invisible, mais décisive. 4. Le principe du levier mental. Toute action possède un effet multiplicateur. 1 heure de réflexion stratégique peut économiser 10 heures d'erreur, 30 heures de correction, des mois de confusion. Pose-toi la question chaque matin, quelle est l'action la plus intelligente que je puisse faire aujourd'hui, pas la plus urgente. Les urgences construisent le présent. Les choix intelligents construisent l'avenir. 5. Ce que les esprits stratégiques font différemment. Ils ne demandent pas, que dois-je faire? Ils demandent, que dois-je devenir pour que ce que je veux devienne inévitable? Ils travaillent moins sur leurs actions et plus sur leur structure mentale. Car quand la structure est solide, les résultats deviennent mécaniques. 6. Exercice intérieur, reprogrammation stratégique. Prends un moment, ferme les yeux quelques secondes. Pose-toi ces 3 questions, où est-ce que je gaspille mon énergie chaque jour? Qu'est-ce que je fais par habitude, pas par stratégie? Quelle petite décision pourrait transformer radicalement mes 12 prochains mois? Écris les réponses, car ce qui n'est pas écrit reste flou. Et ce qui reste flou ne se transforme jamais. 7. Comprends cette vérité dure: si ta vie ne change pas, ce n'est pas par manque de chance. C'est par manque de structure mentale stratégique. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de meilleures décisions. Penser avant d'agir, c'est devenir l'architecte invisible de ton futur. Quand ton esprit change, ton monde s'incline. Chapitre 4, la discipline invisible. Ce que personne ne voit, mais qui décide de tout, je l'ai compris tard. Ce qui transforme une vie ne fait presque jamais de bruit. Les grandes métamorphoses naissent dans le silence, dans ces décisions minuscules que personne n'applaudit, mais que l'âme enregistre. Chaque soir, je me posais une question simple, est-ce que j'ai dirigé ma journée, ou est-ce qu'elle m'a dirigé? Car la discipline n'est pas un fouet. Ce n'est pas une violence contre soi. C'est une alliance intérieure.
Aristote disait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Donc la réussite n'est pas un exploit. C'est une habitude intelligemment construite. Une journée perdue ne détruit rien. Mais des journées mal organisées détruisent un futur entier. Je me souviens d'une période où mes journées commençaient sans plan. Je me levais, je réagissais, je répondais, je suivais le mouvement. Le soir, j'étais fatigué, mais vide. Puis j'ai changé une seule chose, chaque nuit, je programmais mon lendemain. Pas de longue liste, seulement 3 priorités vitales, et tout a basculé. Loi stratégique: si tu ne programmes pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Pose-toi cette question, ce que je fais chaque jour me rapproche-t-il réellement de la vie que je veux? Si la réponse est claire, continue. Si c'est flou, réorganise ton système. James Clear a montré que ce ne sont pas les objectifs qui transforment une vie, mais les systèmes quotidiens. Ce n'est pas « je veux réussir ». C'est « je construis chaque jour un environnement qui rend la réussite inévitable ». Micro-histoire, le déclic. Un matin, je me suis levé avant l'aube. Pas par motivation, par décision. Silence, clarté, respiration lente. Pendant que le monde dormait, je bâtissais. Ce jour-là, j'ai compris, la discipline est une forme d'amour envers son futur. Principe d'architecte de vie. Tu ne gères pas ton temps, tu gères ton niveau de conscience. Tu ne cherches pas la motivation, tu construis des rituels solides. Tu ne forces pas la réussite, tu rends l'échec impossible. Conclusion intérieure, la discipline invisible est ce qui transforme un être ordinaire en stratège du réel. Pas par la pression, pas par la souffrance, mais par l'intelligence organisée. Chapitre 5. Pensée à long terme, là où se séparent les bâtisseurs et les survivants. J'ai longtemps voulu des résultats rapides. Comme tout le monde, mais plus j'observais les trajectoires puissantes, plus une vérité s'imposait, les grandes vies ne sont pas pressées. Elles sont construites. Warren Buffett résumait cela simplement, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Cette phrase a réorganisé ma manière de voir le temps. La majorité sacrifie le futur pour soulager le présent. Les stratèges sacrifient le confort présent pour bâtir un futur puissant. Je me suis alors posé une question brutale, ce que je fais aujourd'hui me rapporte-t-il maintenant, ou me construira-t-il dans 5 ans? Et j'ai vu clair. Beaucoup d'actions soulagent, peu d'actions transforment. Loi stratégique: une vie médiocre est une succession de choix faciles. Une vie puissante est une suite de décisions intelligentes. Micro-histoire, le choix silencieux. Je me souviens d'une période où, chaque soir, je devais choisir, distraction immédiate ou construction lente. Personne ne voyait ces choix. Personne ne les applaudissait. Mais jour après jour, je construisais quelque chose d'invisible. Un capital mental, une structure intérieure. Et j'ai compris, le long terme est une arme secrète. Naval Ravikant enseigne que la richesse durable est le fruit de leviers combinés, savoir, patience, système. Pas de précipitation, pas d'agitation, seulement une accumulation intelligente. Principe d'architecte du futur. Pose-toi cette question chaque jour, est-ce que cette action construit ma liberté ou entretient ma dépendance? Si elle construit, investis plus. Si elle entretient, réduis. Stratégie concrète: un cerveau stratégique fonctionne avec 3 horizons, court terme, survivre moyen terme, progresser long terme, dominer les systèmes. La majorité vit bloquée au niveau 1. Les ambitieux montent au niveau 3. Conclusion intérieure: penser long terme, ce n'est pas attendre. C'est préparer silencieusement une vie que peu comprendront aujourd'hui, mais que tous admireront demain. Tu ne construis pas pour impressionner. Tu construis pour t'émanciper, et chaque décision devient une brique dans l'architecture de ton destin. Chapitre 6. Ton entourage, ton accélérateur ou ton frein invisible. On ne s'élève jamais seul, mais on chute souvent quand on est accompagné. J'ai longtemps cru que la réussite était une affaire de volonté personnelle. Puis j'ai compris une vérité plus profonde, l'environnement façonne l'esprit plus vite que la motivation ne le peut. On devient semblable à ce que l'on fréquente. Silencieusement, progressivement, irréversiblement. Jim Rohn l'a résumé avec une lucidité froide: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Quand j'ai réellement intégré cette phrase, j'ai commencé à observer les paroles, les habitudes, les peurs, les ambitions autour de moi. Et j'ai vu clair, tu peux avoir la meilleure vision du monde. Si ton entourage pense petit, ta trajectoire se contractera. Un jour, après une longue discussion, je me suis senti vidé. Pas physiquement, mentalement, toujours les mêmes plaintes, les mêmes justifications de l'échec. Ce soir-là, je me suis posé la question: est-ce que cet échange m'a élevé ou alourdi? La réponse fut brutale et libératrice. Loi stratégique: ton entourage programme ton standard de vie. S'il parle de problème, alors tu penseras en problème. S'il parle de solution, alors tu penseras en stratégie. S'il parle de limite, alors tu vivras dans des plafonds invisibles.
Napoléon il expliquait que toute réussite majeure est née d'un mastermind, un cercle d'esprits alignés, exigeants, ambitieux. Personne ne bâtit un empire mental seul. Mais beaucoup détruisent leur potentiel entouré de sceptiques. Principe d'architecte social, pose-toi cette question sans pitié, qui m'aide réellement à devenir plus grand. Ceux qui t'élèvent, protège-les. Ceux qui te freinent, espace-toi. Ceux qui te vident, détache-toi. Stratégie concrète: si ton entourage actuel ne correspond pas à la vie que tu veux, crée ton nouvel environnement mental. Apprivoise-toi aux livres puissants, au contenu stratégique, aux mentors invisibles. On ne choisit pas toujours d'où l'on vient, mais on choisit où l'on va. Conclusion intérieure: changer d'entourage, ce n'est pas mépriser. C'est s'aligner. Tu ne t'éloignes pas par orgueil. Tu t'élèves par nécessité, car ton futur mérite un cercle qui l'amplifie, pas un environnement qui l'étouffe. Chapitre 7, le combat intérieur. Vaincre la peur, la timidité et l'auto-sabotage, là où se joue la véritable bataille, je l'ai appris à mes dépens. Le plus grand ennemi n'est pas le monde extérieur, mais la voix intérieure qui doute. Cette voix discrète qui freine, qui hésite, qui justifie l'inaction avec élégance. La peur ne crie pas, elle chuchote des raisons. Carl Jung disait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirige ta vie et tu appelles cela le destin. Quand j'ai compris cela, j'ai cessé de combattre le monde. J'ai commencé à observer mes mécanismes internes. La timidité n'est pas un trait de caractère. C'est une peur mal comprise. Et la peur n'est pas une faiblesse. C'est un signal mal interprété. Micro-histoire, le mur invisible. Je me souviens d'un moment précis. Je devais parler, partager, oser, mais quelque chose me retenait. Un blocage silencieux. Je n'avais pas peur de parler. J'avais peur d'être vu. Ce jour-là, j'ai compris que la timidité n'est pas le refus de s'exprimer. C'est la peur d'exister pleinement. Loi stratégique: tout ce que tu fuis, grandit. Tout ce que tu affrontes s'affaiblit. Jordan Peterson enseigne que la confiance ne naît pas de la pensée positive, mais de l'exposition progressive à l'inconfort. Pas de saut brutal, mais une avancée quotidienne maîtrisée. Principe d'architecte mental. Chaque jour, fais une chose qui te met légèrement mal à l'aise. Pas pour souffrir, mais pour étendre ta zone de puissance. Car ton confort est une cage dorée. Ton inconfort est une porte. Stratégie concrète: identifie ce que tu évites. Réduis cette chose à une action simple. Affronte cette chose chaque jour à petite dose. La peur se nourrit de ton absence. Elle meurt de ta présence. À chaque fois que tu hésites, pose-toi cette question: est-ce que je protège mon ego, ou est-ce que je construis ma vie? Si tu protèges, tu stagnes. Si tu construis, tu évolues. La victoire la plus puissante est silencieuse. C'est celle que tu remportes contre toi-même. Quand tu domines ta peur, tu ne deviens pas courageux. Tu deviens libre. Chapitre 8, comprendre les lois invisibles de l'argent. L'argent n'est pas un but. C'est un révélateur. Il ne transforme pas les gens. Il amplifie ce qu'ils sont déjà. Quand j'ai compris cela, j'ai cessé de courir après l'argent. J'ai commencé à construire la personne capable de le gérer. Car la majorité ne manque pas d'opportunités. Elle manque de structure mentale pour les recevoir. Et c'est là que tout bascule. On croit que l'argent se gagne. En réalité, l'argent se mérite par le niveau de conscience. Plus ta compréhension du monde est élevée, plus ta valeur devient rare, plus ta présence devient utile, plus ta rémunération devient naturelle. Ce n'est pas une loi morale. C'est une loi économique invisible. C'est pour cela que certaines personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais sortir du manque, pendant que d'autres semblent attirer les ressources avec fluidité. Non pas parce qu'ils sont plus chanceux, mais parce qu'ils ont compris comment créer de la valeur stratégique. Et ici, une question s'impose: qu'est-ce que tu apportes réellement au monde? Pas en effort, en résultat, pas en temps passé, en problème résolu, car l'argent ne rémunère pas la fatigue. Il rémunère l'impact. Plus tu résous des problèmes complexes, plus tu simplifies la vie des autres, plus tu fluidifies les systèmes, plus tu deviens indispensable. Et plus tu deviens indispensable, plus ton revenu cesse d'être une lutte. Alors j'ai commencé à changer une chose simple: je n'ai plus cherché de travail. J'ai cherché des problèmes à résoudre. Et soudain, tout a changé. Je me suis mis à observer les flux, les besoins cachés, les inefficacités, les lenteurs, les douleurs silencieuses, et j'ai compris que la richesse n'est pas stockée dans les banques. Elle est cachée dans les dysfonctionnements du monde. Chaque problème est un coffre-fort. Chaque frustration est une opportunité masquée. Chaque lenteur est un futur marché. Celui qui voit cela ne cherche plus l'argent. Il le crée. Puis une autre vérité m'a frappé: on ne gère jamais bien ce que l'on ne respecte pas. Beaucoup disent vouloir être riches, mais entretiennent intérieurement une méfiance,
une peur, voire un mépris envers l'argent. Or, ce que tu repousses mentalement, tu ne peux pas l'attirer durablement. J'ai donc appris à voir l'argent comme un outil d'expansion, pas comme une finalité, pas comme une preuve de valeur, mais comme un levier de liberté. Car l'argent bien maîtrisé n'enchaîne pas, il délie. Il libère du temps. Il libère l'esprit. Il libère les choix. Et la liberté est le véritable luxe. Alors j'ai commencé à raisonner autrement, chaque dépense est devenue un vote. Chaque investissement est devenu une déclaration d'identité. Je ne demandais plus, est-ce que j'en ai envie? Mais, est-ce que cela renforce l'homme que je construis? Car l'argent ne révèle pas seulement ton niveau économique. Il révèle ton niveau de maturité intérieure. Plus ton esprit est structuré, plus ton rapport à l'argent devient stratégique, plus ta trajectoire devient stable. Et c'est là que la richesse cesse d'être un hasard pour devenir une conséquence logique. Chapitre 9, le silence, la solitude et la clarté intérieure. Là où se forge la véritable puissance mentale. Il arrive un moment où le bruit du monde devient trop fort. Trop d'opinions, trop d'informations, trop de sollicitations, et au milieu de ce chaos, l'esprit se fragmente. Alors une vérité s'impose, on ne peut pas construire une grande vie dans le vacarme. Le silence n'est pas une fuite. C'est un espace stratégique. C'est dans le silence que les idées se structurent. C'est dans la solitude que les décisions mûrissent. C'est dans le calme que la vision se clarifie. À ce stade, une question devient essentielle. Est-ce que je m'accorde des moments pour penser vraiment? Car penser profondément c'est devenu rare. Et celui qui est rare devient précieux. Blaise Pascal écrivait que tous les malheurs des hommes viennent de leur incapacité à rester seuls dans une chambre. Non pas par faiblesse, mais par incapacité à se confronter à soi. Le silence agit comme un miroir. Il te renvoie à tes peurs, à tes désirs, à tes contradictions, et c'est précisément pour cela que beaucoup le fuient. Mais celui qui ose rester seul avec ses pensées commence à maîtriser sa vie intérieure. À ce moment, quelque chose bascule. Tu cesses de réagir, tu commences à diriger. Le monde moderne entraîne l'esprit à la dispersion. Mais la puissance naît de la concentration. Une pensée claire vomit l'action désordonnée, une décision calme vomit l'impulsion émotionnelle. À ce point, une autre question surgit. Est-ce que je remplis mes journées, ou est-ce que je les aligne? Car il existe une différence fondamentale entre être occupé et être orienté. L'agitation fatigue, la clarté libère. Dans ces moments de solitude consciente, tu reconstruis ton architecture mentale. Tu observes tes schémas, tu comprends tes automatismes, tu ajustes ta trajectoire. C'est là que naît la stratégie réelle. Pas dans la foule, pas dans le bruit, mais dans l'intimité lucide avec toi-même. Plus tu maîtrises le silence, plus tu deviens imperméable à la confusion. Plus tu pratiques la solitude, plus tu renforces ton axe intérieur, plus tu cultives la clarté, plus tes décisions deviennent précises, puissantes, irréversibles. À chaque fois que ton esprit s'agite, pose-toi cette question. De quoi ai-je réellement besoin maintenant? Plus d'informations ou plus de clarté? Si c'est l'information, tu consommes. Si c'est la clarté, tu t'élèves. Et c'est ainsi que tu découvres l'une des lois les plus puissantes de l'intelligence stratégique. Celui qui maîtrise son monde intérieur devient invulnérable aux tempêtes extérieures. Le silence devient ton sanctuaire. La solitude, ton laboratoire. La clarté, ton arme absolue. Et dans ce calme profond, tu construis ce que personne ne peut t'enlever. Une souveraineté intérieure. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit jamais n'en vit qu'une. Si tu veux construire une mentalité forte, développer ton intelligence stratégique et apprendre à penser long terme, alors lis. Ce livre et d'autres livres de la bibliothèque des millionnaires sont disponibles en version physique. Clique sur le lien en commentaire. Plus tu lis, plus tu grandis.